Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où le sacrifice d'un cœur pur se heurte à la plus froide des conspirations. Que se passe-t-il lorsque le don d'un artiste est attaqué par un rival envieux? Si vous croyez en la résilience de l'âme humaine, abonnez-vous, laissez un like et partagez, car la symphonie que nous allons entendre aujourd'hui est celle du dépassement de soi. Dans les grands théâtres de Vienne à Tokyo, le nom de Lia était un murmure d'admiration. Violoniste prodige, elle ne se contentait pas de jouer, elle devenait la musique elle-même. Sa renommée résidait dans sa main gauche, un prodige d'agilité et d'émotion, dont les doigts dansaient sur les cordes avec une passion qui semblait venir d'un autre monde. Cette technique unique était l'héritage de sa mère, la légendaire Iris, une maîtresse du violon contrainte à un silence prématuré par une maladie dégénérative. Lia jouait donc pour deux, pour elle-même et pour la mère qui vivait à travers sa musique. Elle était l'âme de la plus prestigieuse compétition de musique classique au monde, la favorite pour la victoire, une lumière brillante destinée à la grandeur. Mais toute lumière projette une ombre, et l'ombre de Lia s'appelait Alexei. Il était la perfection technique incarnée, un musicien dont la précision était aussi impeccable que froide. Chaque note qu'il jouait était mathématiquement parfaite, mais son violon ne chantait pas, il exécutait. En coulisses, il regardait Lia jouer, et le narrateur que je suis voyait la vérité dans son cœur. Ce n'était pas de l'admiration qu'il ressentait, mais une jalousie corrosive. Il entendait dans sa musique l'âme qui lui manquait, la connexion au divin que toute sa formation et sa discipline ne pourraient jamais acheter. Il savait, avec la certitude amère des talentueux mais non géniaux, qu'il ne pourrait jamais la surpasser sur une scène équitable. Et c'est dans ce sol aride de son esprit que la graine d'un plan sinistre commença à germer. La compétition, le prestigieux concours international de Vienne, était l'Olympe pour les jeunes musiciens. Le remporter ne signifiait pas seulement la gloire ou un prix en argent, cela signifiait l'immortalité. Le vainqueur recevrait un contrat d'enregistrement avec la Philharmonie de Berlin et le droit de jouer pendant 1 an avec le ex-Paganini, un violon Stradivarius dont on disait qu'il avait une âme propre. Pour Lia, la compétition était plus que cela. C'était la chance de donner une voix à la musique, que sa mère ne pouvait plus jouer, de porter l'héritage d'Iris au sommet que la maladie lui avait refusé. À chaque note qu'elle répétait, à chaque mélodie qu'elle perfectionnait, elle sentait le poids de cette promesse, une responsabilité sacrée qui la poussait au bord de la perfection et de l'épuisement. C'est dans les coulisses sombres et poussiéreuses de la grande salle de concert que la jalousie d'Alexei trouva son venin et son serpent. Il observa pendant des jours l'équipe de scène, les hommes rudes et mal payés qui déplaçaient les lourds équipements d'éclairage. Son regard se fixa sur l'un d'eux, un homme dont le visage était marqué par l'amertume et le ressentiment. Dans un coin sombre, loin de tous les regards, Alexei l'aborda. Il n'offrit pas un argument, mais une épaisse enveloppe d'argent. « Pendant la dernière répétition de Mademoiselle Lia, murmura-t-il, la voix dénuée de toute émotion, un petit accident. Un projecteur qui glisse de son support, juste une frayeur, pour ébranler ses nerfs avant la finale. Le technicien de scène regarda l'argent, puis le visage impassible d'Alexei, et le poids de ses propres dettes le fit accepter, sans savoir qu'il devenait complice non pas d'une frayeur, mais d'une atrocité. La dernière répétition de Lia devait être sa consécration finale, le moment où elle et son violon ne feraient plus qu'un avec l'acoustique sacrée de la salle. Elle monta sur la scène vide, la seule lumière provenant d'un unique projecteur suspendu, bien au-dessus d'elle, et positionna l'instrument sous son menton. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et dans le silence qui précède la musique, un son étrange la fit lever les yeux. C'était le grincement aigu du métal qui se desserrait, un boulon cédant sous une pression pour laquelle il n'avait pas été conçu. Le technicien de scène, observant depuis les coulisses sombres, sentit son sang se glacer, en réalisant que la petite frayeur pour laquelle on l'avait payé serait bien pire. Le lourd équipement d'éclairage ne glissa pas. Il chuta. Le cri de Lia fut étouffé par le son assourdissant du métal s'écrasant sur la scène en bois. La douleur fut immédiate et aveuglante, une agonie blanche qui explosa dans sa main gauche qu'elle avait instinctivement levée pour se protéger. Le monde se dissolut dans un bourdonnement de panique, des voix criant, des gens courant vers elle. Mais la seule chose sur laquelle Lia pouvait se concentrer était la vision de sa main, ça coincée sous la structure de métal tordu. La main qui était son don,
son héritage, son âme. Elle ne voyait pas le sang ou la fracture ouverte. Elle ne voyait que la fin de tout, la fin de sa musique, la fin de l'héritage de sa mère, la fin d'elle-même. Des heures plus tard, dans la chambre stérile d'un hôpital, le diagnostic du médecin ne fut que la confirmation froide de ce que son âme savait déjà. De multiples os brisés, des nerfs endommagés. Son rêve de jouer en finale n'était pas seulement reporté. Il était écrasé aussi complètement que les os de ses doigts. La tragédie s'est abattue sur Lia, brisant sa main et, apparemment, son esprit. La jalousie d'Alexei semble avoir gagné. Ressentez-vous la douleur et l'injustice de cette histoire? Si la résilience de Lia vous inspire déjà, montrez votre soutien en laissant un like sur cette vidéo. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est la plus grande adversité que vous ayez jamais affrontée? Et quels mots de sagesse vous ont aidé à trouver la force de continuer? Partagez vos histoires dans les commentaires. Dans la chambre d'hôpital, le plâtre sur son bras gauche ressemblait à une pierre tombale, marquant la mort de son avenir. Lia gisait sur le lit, le regard vide fixé sur le plafond blanc, le silence dans son cœur plus assourdissant que la plus haute des symphonies. La douleur physique était un écho lointain, étouffé par la douleur bien plus grande de son rêve brisé. Le violon, qui avait été une extension de son corps, était maintenant un étranger, un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Elle pensa à Alexei, imaginant son sourire triomphant, et le goût amer de l'injustice inonda sa bouche. Il avait gagné. L'obscurité du désespoir l'enveloppa, un lourd manteau qui la persuadait que sa musique, son identité, était morte sur cette scène, écrasée sous le poids du métal et de la méchanceté d'un rival. C'est dans cette obscurité que la porte s'ouvrit et que sa mère, Iris, entra, se déplaçant à l'aide d'une canne, mais avec la même grâce qu'elle avait un jour affichée sur les scènes du monde. Elle n'apporta pas de mots de pitié. Elle s'assit à côté de sa fille, regarda le plâtre, puis les yeux vides de Lia. « Ça a fait mal ?» demanda-t-elle, la voix calme. Lia hocha la tête, une larme solitaire coulant. Iris couvrit alors la main bandée de sa fille avec la sienne, la main qui avait elle aussi été trahie par une maladie. « Je sais », murmura-t-elle, avec la sagesse de celle qui connaît la douleur. « Mais écoute-moi, Lia, ils ont brisé tes doigts, pas ta musique. » Elle se pencha, la voix un feu doux. « La musique n'est pas dans ta main, elle est dans ton âme. Et ton âme, ma fille, est intacte. Maintenant, trouve une autre voie. » Les mots de sa mère ne furent pas une consolation. Ils furent une étincelle dans un baril de poudre de résilience que Lia ne savait pas posséder. « Trouve une autre voie. » La phrase résonna dans son esprit, se heurtant à la douleur et au désespoir. Et de cette collision naquit une idée folle et impossible. Elle se souvint de ses études à l'Académie de musique, d'un ancien tuteur qui lui avait parlé d'un répertoire presque mythique, des pièces pour violon, composées pour être jouées uniquement avec la main droite. C'étaient des compositions d'une complexité absurde, qui exigeaient que le violoniste utilise l'archet pour les notes longues et les doigts de la même main dans un pizzicato rapide et précis pour les notes courtes, une prouesse de coordination considérée comme presque inaccessible. À l'époque, cela avait semblé n'être qu'un simple exercice académique. Maintenant, c'était sa seule arme, sa seule voix. Le feu de la détermination remplaçant la glace du désespoir, Lia entama la bataille la plus difficile de sa vie. Ignorant la douleur et les conseils des médecins de se reposer, elle réussit à faire apporter son violon à l'hôpital. Le bras gauche, immobilisé dans une écharpe, elle commença à s'exercer. Au début, les sons étaient torturés et maladroits, l'archet luttant contre les doigts dans une danse désordonnée. Ses muscles la brûlaient, la frustration la poussait aux larmes, mais l'image du sourire triomphant d'Alexei et la voix ferme de sa mère la propulsaient. Nuit et jour, dans la chambre silencieuse de l'hôpital, elle travailla, non pour retrouver son ancienne perfection, mais pour forger une nouvelle forme de beauté, une musique qui naissait non de l'agilité de ses doigts, mais de l'entêtement, inébranlable de son esprit. Le soir de la grande finale, la salle de concert de Vienne bourdonnait d'excitation, mais une note de mélancolie flottait dans l'air. L'absence de Lia était un fantôme qui hantait l'événement, l'histoire de son tragique accident sur toutes les lèvres. Alexei, en coulisses, savourait sa victoire imminente, donnant des interviews avec une expression de fausse tristesse, parlant de la perte terrible pour le monde de la musique. C'est à ce moment, alors qu'il se délectait de son hypocrisie,
que la véritable musique du destin commença à jouer. La porte des coulisses s'ouvrit et Lia entra. Son bras gauche, bandé dans une écharpe, était un symbole de son épreuve, mais ses yeux, fermes et ardents, étaient ceux d'une guerrière. Le directeur du concours se précipita vers elle, la bouche bée de choc. « Lia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle le regarda, la voix calme et inébranlable. « Mon nom est sur la liste, monsieur le directeur. Je suis venu jouer. » La nouvelle de la décision de Lia se répandit dans les coulisses et dans le public comme un incendie, transformant l'atmosphère de sympathie en une frénésie de choc et de curiosité. Quand le maître de cérémonie annonça son nom, un silence tendu et absolu s'empara de la salle. Lia se dirigea vers le centre de la scène, chaque pas résonnant dans le silence. Elle n'était pas la prodige parfaite que tout le monde attendait, mais quelque chose de bien plus puissant, un symbole de résilience. L'Akra, voir avec son violon dans une main et l'autre bras cassé, était une image si choquante et émouvante que le public retint collectivement son souffle. Depuis les coulisses, Alexei observait, le sourire de la victoire figé sur son visage, remplacé par un masque de pure horreur incrédule. Ce n'était pas possible. Il n'avait pas seulement brisé sa main, il avait brisé son avenir. Mais le fantôme de son rêve était là, debout, sous les projecteurs, refusant de mourir. Elle nicha le violon sous son menton, et un silence sacré descendit sur la salle. Puis elle joua. Le premier son qui émergea de l'instrument n'était pas celui de son agilité légendaire, mais une note longue et mélancolique, tirée par l'archet avec une profondeur qui contenait toute la douleur de son rêve brisé. C'était une complainte, l'aveu de sa vulnérabilité. Mais ensuite, la magie opéra. Dans une prouesse de coordination qui semblait défier les lois de la physique, les doigts de sa main droite, celle-là même qui tenait l'archet, se mirent à jouer un pizzicato rapide et furieux, arrachant aux cordes une seconde mélodie pleine de défis et de colère. La musique qu'elle créait était un duel, une bataille entre la douleur de l'archet et la résilience des notes pincées, l'histoire de sa chute et de son refus de rester à terre. Le public, venu pour assister à la perfection technique, se retrouva face à quelque chose de bien plus rare, la vérité. Le son qui emplissait la salle n'était pas seulement de la musique, c'était l'âme d'une femme traduite en temps réel. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur les visages de la foule, des larmes non de pitié, mais d'une émotion bouleversante, l'admiration pour une beauté brute née directement de la douleur. Les juges, des maîtres chevronnés qui avaient tout entendu, étaient paralysés, leurs stylos oubliés dans leurs mains, témoins d'une performance qui transcendait la technique pour entrer dans le royaume du sublime. En coulisses, Alexei écoutait et chaque note de défi était un coup de poignard dans son orgueil. Il n'avait pas seulement échoué à la faire taire, il l'avait transformée en légende. La dernière note flotta dans l'air, un murmure de douleur et de triomphe, avant de disparaître dans un silence chargé d'émotion. Un instant, personne ne bougea. Puis, une seule personne dans le public se leva et applaudit, et son applaudissement fut la première goutte d'une pluie qui devint une tempête. La salle de concert éclata en une ovation tonitruante, un rugissement d'admiration qui dura 10 minutes ininterrompues, une vague de sons qui submergea Lia sur scène. Les larmes, qu'elle avait si fermement retenues, coulèrent enfin, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de libération. Là, debout, avec son bras cassé et son âme à nu, elle n'était ni la prodige parfaite, ni la victime tragique. Elle était la musique elle-même, et le monde, enfin, l'écoutait dans son essence la plus pure et la plus incassable. Il n'y eut pas de délibération du jury. La décision avait été prise dans le cœur de tous les présents. Le président du concours, un vieux maestro les yeux humides, monta sur scène et, laissant de côté toutes les formalités, leva le bras valide de Lia et la déclara vainqueur à l'unanimité. En recevant le micro pour son discours, elle remercia sa mère, dont la sagesse avait été sa boussole. Puis elle s'adressa au public, la voix claire et résonnante. « Je remercie aussi l'adversité, dit-elle, et un silence curieux s'installa, car elle m'a appris une leçon précieuse. Lorsque des forces extérieures tentent de briser nos instruments dans l'espoir de nous faire taire, elles ne savent pas qu'elles ne font que nous forcer à trouver une voie nouvelle et plus puissante. » L'allusion à un acte délibéré et non à un accident fut un tonnerre silencieux qui fit tourner tous les regards vers les coulisses à la recherche du rival vaincu. Les paroles de Lia allumèrent un incendie. La direction du
Concours, sentant l'odeur d'un scandale qui pourrait entacher sa réputation centenaire, agit avec une rapidité implacable. La police fut appelée et l'enquête, qui aurait pu prendre des semaines, fut résolue en quelques heures. Le maillon faible, le technicien de scène, était déjà rongé par la culpabilité. Confronté par les inspecteurs, sa façade d'indifférence s'effondra. La voix brisée par le remords, il avoua tout. La rencontre dans l'ombre avec Alexei, l'enveloppe d'argent, le mensonge, selon lequel ce ne serait qu'une frayeur, et le sabotage délibéré de l'équipement. La jalousie d'Alexei, qu'il croyait être un secret murmuré dans l'obscurité, avait maintenant un témoin et une preuve matérielle, transformant sa conspiration en un crime aux conséquences bien réelles. Alexei n'alla pas loin. Il fut intercepté par la police dans un couloir de marbre à l'arrière du théâtre, alors qu'il tentait de s'échapper dans la nuit, non pas en vainqueur, mais en fugitif. La scène de son arrestation n'eut pas le drame d'un spectacle, mais la sordidité silencieuse de la justice en marche. Les menottes à ses poignets, qui avaient un jour produit une musique techniquement parfaite, étaient maintenant un symbole de sa dissonance morale. La nouvelle de son arrestation et de ses aveux tomba sur le monde de la musique classique comme une bombe atomique. Il fut disqualifié non seulement du concours, mais de l'histoire elle-même. Ses prix furent révoqués, ses contrats annulés. Son nom, autrefois synonyme de précision, devint à jamais synonyme de trahison. Tandis que la carrière d'Alexis se dissolvait dans l'infamie, celle de Lia se forgeait en une légende. Elle n'avait pas seulement remporté le concours, elle l'avait redéfini. L'image d'elle sur scène, le bras cassé, tirant une beauté transcendantale de sa douleur, devint une icône mondiale du dépassement de soi. Elle devint la violoniste la plus demandée au monde, non seulement pour son talent, mais pour son histoire. Le public ne venait plus seulement pour écouter une musique parfaite, il venait pour être témoin de la résilience de l'esprit humain, pour sentir la preuve vivante que l'art le plus puissant ne naît pas de la facilité, mais de la lutte. Sa main gauche, avec le temps, guérit, mais la cicatrice subtile qui resta sur ses doigts devint aussi célèbre que celle d'une autre guerrière sur son visage, une carte de son voyage. Lia utilisa sa nouvelle et immense plateforme, non pour se vanter, mais pour inspirer. Elle créa une fondation, la Voix de l'âme, dédiée à soutenir les jeunes musiciens confrontés à des adversités physiques ou sociales, leur enseignant que les limitations du corps ne sont pas des barrières à l'expression de l'esprit. Dans ses masterclass, elle ne se concentrait pas seulement sur la technique, mais sur l'émotion. La perfection est une illusion, disait-elle à ses élèves. La vraie musique vit dans vos imperfections, dans vos cicatrices, dans les histoires que vous seul pouvez raconter. Ne jouez pas les notes, jouez vos vérités. Elle devint le mentor d'une nouvelle génération, des musiciens qui valorisaient l'âme avant la précision, changeant à jamais le visage du monde de la musique classique. L'histoire de Lia et Alexei devient donc une parabole sur la nature de l'art et de l'ambition. Alexei, dans sa quête de la perfection mécanique, a oublié que la technique n'est que le contenant. L'âme est le contenu. Sa musique était un corps magnifique, mais sans vie. Consumé par la jalousie du feu qu'il ne possédait pas, il a commis l'erreur suprême de tous les tyrans, croire qu'en brisant l'instrument, il pourrait faire taire la musique. Il n'a pas compris que le véritable art ne réside pas dans les doigts agiles d'un violoniste, mais dans le besoin irrépressible de l'esprit humain de s'exprimer, de transformer la douleur en beauté et le silence en une symphonie. Que ce conte, alors, nous serve de leçon. L'adversité peut nous blesser, elle peut briser nos os et nos rêves, mais elle nous offre aussi un choix. Nous pouvons laisser nos fractures nous définir, devenant les victimes de notre propre histoire, ou nous pouvons, comme Lia, trouver une nouvelle voie au milieu de la douleur. La résilience est la plus belle de toutes les compositions, une mélodie jouée non pas malgré nos cicatrices, mais à travers elles. Car l'art le plus vrai et la vie la plus pleine ne naissent pas de la perfection d'un corps intact, mais de la force inébranlable d'un esprit qui, même avec les cordes brisées, refuse de cesser de chanter. Lia nous a enseigné que la musique de l'âme ne peut jamais être réduite au silence. Ici, sur Tournant de la vie, nous célébrons les histoires qui transforment la douleur en pouvoir. Si la symphonie du dépassement de soi de Lia a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Rejoignez-nous pour d'autres retournements qui nous inspirent à trouver notre propre voie.